Bonjour et bienvenue sur RTI 1. Il est 13h, il est l'heure de parler JT. Les organisations de la société civile sous-régionale saluent la décision de la BAD de s'investir davantage dans la protection de l'environnement. Lors de la réunion qui a porté essentiellement sur les risques environnementaux et leurs impacts sur les populations, des ONG d'Afrique de l'Ouest ont tenté de définir les contours de cette aide de l'institution financière. C'est le 25 novembre prochain que le Forum économique La Finance s'engage aura lieu à Abidjan. L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse par la CGECI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, une édition pour tenter de sauver les PME du naufrage Covid-19. En Irak, l'actualité, ce sont les élections législatives anticipées qui ont lieu ce dimanche. 2 ans après les protestations massives des jeunes dans les rues qui réclamaient du changement, la fin de la corruption, des emplois, des services publics décents. Ce 10 octobre, 25 millions d'Irakiens sont donc appelés aux urnes. Ils sont 2700 pharmaciens en Côte d'Ivoire pour 1100 officines réparties sur le territoire national. 2700 pharmaciens réunis au sein de l'Ordre national des pharmaciens créé en septembre 1960. Une organisation qui veille à la formation continue et à l'évaluation des pratiques professionnelles et qui contribue à la promotion de la santé publique. Depuis des semaines, ils sont au four et au moulin en train de préparer le forum pharmaceutique international prévu du 13 au 16 octobre prochain au Sofitel, Abidjan Hôtel Ivoire. C'est une rencontre d'envergure dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons surtout parler de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire et de beaucoup d'autres choses en lien avec le médicament. Ce sera dans le cadre du magazine du dimanche. Le président de l'Ordre est avec nous. Bonjour, docteur Diarra. Bonjour, monsieur Diaby. Docteur Haroun Diarra, bienvenue sur notre plateau. Merci. 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 Au nom de tous les pharmaciens de Côte d'Ivoire, je vous remercie pour cette invitation. Et on se retrouve dans 30 minutes. Merci bien, monsieur. En attendant, on va ensemble protéger l'environnement, un domaine dans lequel la Banque africaine de développement s'engage à investir davantage. Une décision saluée par les organisations de la société civile sous-régionale. Des organisations, des ONG donc, qui se sont rencontrées récemment à l'initiative de Lumière, Synergie, Développement pour en définir les contours. La réunion a porté essentiellement sur les risques environnementaux et leurs impacts sur les populations. Reportage Wotianga Noël Danyogo dans un commentaire de Grace Kando. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée et le Niger, ces 4 pays de la sous-région s'engagent au respect des droits des communautés dans le cadre des risques environnementaux, sociaux et dans la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques. Pour relever ces défis, Lumière, Synergie et Développement, une ONG chargée des questions environnementales et ses partenaires, outille les organisations de la société civile de ces pays afin de renforcer leurs connaissances dans ce domaine. À travers cet atelier qui va renforcer nos capacités, nous serons encore plus efficaces sur le terrain pour lutter aux côtés de nos communautés pour entrer dans leurs droits. Nous jouons un travail de pont entre la banque publique et les communautés. Et généralement, les communautés ne savent pas souvent les mécanismes pour saisir la barre pour le respect de certains de leurs droits. Donc nous jouons ce rôle d'intermédiaire, ce rôle de plaidoyer auprès de la BAD en prenant en compte les revendications des communautés que nous faisons sous forme de recherche, sous forme d'écoute publique. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'ONG Lumière, Synergie et Développement compte sur l'appui de certains partenaires. La banque s'est engagée donc avec un certain nombre d'initiatives à augmenter donc, ses investissements sur les énergies renouvelables, à réduire ses investissements dans le fossile comme le charbon qu'elle a abandonné en 2019. Mais également, la banque s'est engagée à dépenser 25 milliards de dollars américains les 5 prochaines années. Nous sommes en train de suivre donc, en tant qu'organisation civile africaine, si ces engagements seront respectés par la banque au bénéfice donc, des populations africaines. Lumière, Synergie, Développement et ses partenaires veulent une justice climatique en faveur de l'Afrique pour une action climatique forte.
La finance s'engage. C'est un forum économique qui a lieu depuis quelques années déjà. La 5e édition se fera cette année et c'est la date du 25 novembre prochain qui a été arrêtée par la CGCI, le patronat ivoirien. Cette édition 2021 est particulière dans le sens qu'elle veut trouver des solutions aux problèmes de financement des PME. Ces PME assommées par la pandémie de Covid-19. Jean-Jacques Kwameala. Innover dans le financement des PME pour accélérer la relance post-Covid-19, c'est le thème du forum « La finance s'engage ». Pour cette 5e édition, prévue le 25 novembre prochain, le patronat ivoirien veut assumer son rôle de plateforme de solutions concrètes pour l'accès au financement des PME. Cette année, nous allons mettre l'accent sur le financement des entreprises, des PME en particulier, dans cette période de sortie de crise. Ce sera également une occasion de réfléchir un peu à comment améliorer le développement du financement et la bancarisation du tissu économique, surtout au niveau des PME. Des PME dont l'écart entre les besoins et l'offre de financement, estimé à 2298 milliards de francs CFA, selon un rapport de la CGCI, a été aggravé par la Covid-19. Assurer la survie des PME, assurer la résilience du secteur privé et réévaluer la question du financement des PME, ces sujets seront au cœur de ce forum qui bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, dont la Banque mondiale. Cette 5e édition du forum La Finance s'engage compte récompenser les 3 meilleurs établissements financiers pour leur appui aux PME dans le contexte post-Covid-19 et la meilleure institution étatique en matière de financement des PME. Allons-y à Meyagui. On espère que l'an prochain sortira de Meyagui donc un champion national ou des champions nationaux comme c'est 9 aujourd'hui. On l'espère en tout cas parce que les conditions de travail vont s'améliorer sur place avec ce nouveau collège qui vient d'être offert à la localité par une coopérative agricole. Ce qui est tout bénef pour ces apprenants. Cela va réduire la distance qu'ils parcourent pour se rendre à l'école. Mettre en lumière l'excellence, c'est l'objectif que veut atteindre la CIE depuis 7 ans aujourd'hui en initiant le prix national CIE du meilleur élève. 9 majors de l'année scolaire 2021-2022 dans les cycles primaires, secondaires et techniques ont été primés. Au nom de ses camarades, Kenza Yassoua exprime sa reconnaissance aux donateurs pour cette initiative qui les valorise. Être mis en avant en ce jour montre notre dévouement dans nos études et constitue la meilleure marque d'attention qui nous incite à rester humbles. C'est avec une joie immense que nous vous remercions pour toutes ces belles expériences que vous nous avez permis de vivre. Face aux invités, Amadou Bakayoko, le directeur général de cette entreprise qui se veut citoyenne, mentionne que ce prix vient permettre l'éclosion d'une élite capable de relever les défis futurs. L'éducation est un pilier central sur lequel se construit une nation. Il nous est paru donc fondamental d'accompagner les initiatives du gouvernement ivoirien dans sa promotion de l'excellence au niveau scolaire. Le prix national d'excellence du meilleur élève, c'est célébrer des valeurs, c'est redonner à l'école ivoirienne sa place dans le développement du pays. Ce sont là les mots de Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Je voudrais marquer ma ferme volonté d'accompagner toutes les initiatives qui visent à rehausser le niveau de notre système éducatif. L'éducation et la formation, mesdames et messieurs, figurent au rang des priorités du gouvernement. Ainsi, d'importants investissements en infrastructures scolaires et en ressources humaines ont été réalisés. Ces investissements sous-tendent une politique éducative qui veut offrir à tous les enfants de notre pays les mêmes chances d'accès à la connaissance et les mêmes chances de promotion socio-économique. Sur les 9 lauréats, on dénombre 7 filles. Les meilleurs élèves de 2021 ont reçu respectivement pour le primaire, le BEPC et le bac la somme de 400, 500 et 1 million de francs CFA. À l'instar de 2020, le prix national d'excellence du meilleur élève s'est étendu aux 14 directions régionales de l'entreprise. Ainsi, 216 meilleurs élèves de ces zones ont eux aussi reçu des prix. Cette société d'intérêt public entend encourager la culture de l'effort en milieu scolaire et promouvoir l'excellence.
Plus dur on travaille, plus on se délecte de la récompense. Vous l'aurez compris, ils sont au nombre de 9. Ce sont les meilleurs de Côte d'Ivoire au CEPE, au BEPC et au baccalauréat 2021. La Compagnie nationale d'électricité a donc décidé de saluer leurs efforts et de les récompenser à la hauteur de leur mérite. Là maintenant, nous allons à Méagui. Méagui, où on l'espère sortira peut-être, d'où on l'espère sortira peut-être l'an prochain un champion national comme c'est 9 aujourd'hui. Un nouveau collège pour la localité de Méagui. Ce bâtiment d'une trentaine de classes est inauguré par les autorités préfectorales et départementales de la région de la Nawa. Ce don est l'œuvre de la coopérative agricole SKS. Avec un effectif de plus de 20 000 élèves pour une vingtaine de collèges dans le département, cet établissement vient renforcer la commune en infrastructures scolaires. Pour que l'école soit obligatoire, il faut des infrastructures qui les accueillent. Et nous voyons qu'ici à Méagui, les coopératives s'investissent dans cette vision. L'initiative sociale de cette coopérative agricole soulage les planteurs de la région en ce début de rentrée scolaire. Nous avons remarqué que les enfants dans les différentes écoles sont éloignés des domiciles. Certains n'arrivent pas à terminer l'année scolaire pour cause de nourriture. Certains n'arrivent pas parce que les parents n'ont pas les moyens pour pouvoir payer la scolarité pour ceux qui sont dans le privé. Donc nous, on veut être à côté, on veut les amener à ce que ces enfants aillent encore plus loin dans les études. Créée depuis 2016, cette coopérative enregistre à son actif plus de 3 écoles construites dans la localité de Méagui. À Tiébissou, au centre de la Côte d'Ivoire, on fait aussi des gestes à l'endroit des élèves pour bien démarrer la rentrée des classes. Là-bas, les parents d'élèves viennent de recevoir des kits scolaires. C'était lors d'une cérémonie qui a vu la présence des responsables de l'éducation nationale, région du Bélier. Charles Tatou de RTI Boaké était sur place pour nous. Cette cérémonie de distribution de kits scolaires est à l'actif de 2 conseillers municipaux, cadre de la ville de Tiébissou. Elle répond à l'appel de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui veut que les responsables contribuent à la réussite scolaire des enfants du pays. Pour ce faire, les 2 conseillers municipaux n'ont ménagé aucun effort, octroyant des fonds pour permettre, avec ces importants lots de kits scolaires, la réduction des dépenses des parents d'élèves de cet établissement primaire. Au total, 500 kits scolaires aux élèves et du matériel didactique au profit des enseignants. C'est une cérémonie que nous allons perpétuer chaque année. Et Tiébissou 1 et Tiébissou 2, on a choisi parce que c'est la plus grande école qui regroupe plus d'élèves. Nous avons décidé de remettre 500 kits à tous les élèves de toutes les classes. Nous avons estimé que pour que les élèves réussissent, il leur faut déjà du matériel de travail. Et à notre humble position, nous avons décidé d'apporter notre contribution. On prit part à la cérémonie de distribution gratuite. Élèves, parents et responsables de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Bélier. Ils ont tour à tour traduit la reconnaissance de la famille éducative de Tiébissou aux donateurs. L'école est l'affaire de tous. Et chacun devrait comprendre que la clé du développement, c'est l'école. Il a compris le message du chef de l'État qui a demandé que tous les enfants de ce pays partent à l'école. Les donateurs attendent de perpétuer leur action et l'étendre aux autres établissements scolaires de la ville de Tiébissou. Du côté de San Pedro, au port autonome, en dépit du virus, le travail s'est poursuivi, bien sûr dans le respect des mesures barrières. Les résultats escomptés ont été obtenus malgré tout, cela grâce à des travailleurs dévoués. La direction générale du port leur est reconnaissant et plusieurs dizaines d'entre eux viennent d'être récompensés. Ils ont reçu la médaille d'honneur du travail. Témoin de la cérémonie, Sam Conan, notre correspondant dans la région. Le port autonome de San Pedro distingue 54 de ses agents, avec des anciennetés de 15 à 36 ans. 54 médailles, dont 7 grands or, 2 or, 9 vermeils et 36 en argent, ont été remis. Parmi les heureux récipiendaires, 11 sont admis à la retraite. J'ai travaillé dur et je suis parti à la retraite, sans maladie. Or, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, je remercie le Seigneur pour ça. Je demande à la nouvelle génération de travailler, d'être courageux
Parce que sincèrement, le travail, il faut être courageux. Et puis, il faut aimer son travail. C'est un sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime à un temps soit peu avoir été utile à l'économie nationale et à l'économie locale en servant avec fidélité et loyauté au port autonome de San Pedro. Pour les responsables du port autonome de San Pedro, c'est l'effort de tous qui a permis au port d'être classé premier port exportateur de cacao au monde et de s'y maintenir. Si aujourd'hui nous sommes au niveau où nous sommes, c'est-à-dire, on le dit assez souvent maintenant, 5 millions de tonnes, là où nous étions à 1 million de tonnes, c'est très certainement du fait de la contribution de ces agents-là. Et il est important naturellement que l'État de Côte d'Ivoire permette à ces agents-là aujourd'hui de dire oui, nous avons pu apporter, oui et merci de cette reconnaissance qui nous est faite et sûr que nous allons encore davantage apporter à l'essor de notre entreprise, le port autonome de San Pedro. Nous allons encore davantage apporter au développement de la Côte d'Ivoire au travers des actions que nous allons amener et de l'exemple que nous allons donner à ceux qui sont avec nous. Mesdames et messieurs les récipiendaires, vous devez être fiers. Fiers de vous-même. Vous faites partie donc de cette grande famille de décorés. Le travail donc vous a rendu plus libre. Mais cette liberté s'est véritablement gagnée grâce au travail bien accompli. Vous êtes ainsi des exemples pour les plus jeunes qui aspirent dans l'exécution de leurs tâches à acquérir de riches expériences. Créé en 1972, le port autonome de San Pedro est le deuxième port ivoirien, avec plus de 5 millions de tonnes de trafic réalisé en 2020. 202 agents y travaillent. Un reportage de Sam Conan depuis San Pedro. San Pedro, ville sur laquelle donc plane désormais l'épervier 7, du nom de cette opération spéciale de sécurisation des biens et des personnes dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. On y retourne toujours avec notre correspondant. Sur 43 vols à main armée, 27 élucidés. Une quarantaine de fumoirs détruits, plus de 1000 motos immobilisées, 570 personnes raflées. Tel est le bilan des activités de la préfecture de police du Bassa-Sandra, qui comprend les régions du Boclé, de la Nawa et de San Pedro, dans la période de janvier au 5 octobre 2021, dans le cadre des opérations Épervier 6 et Épervier 7. Fort de ces résultats, la direction générale exhorte la préfecture de police du Bassa-Sandra à redoubler d'efforts. Je voudrais vous dire merci pour tout le dévouement dont vous avez fait preuve et vous invite à continuer à poursuivre ces efforts. Et si vous êtes toujours ensemble, vous partagez des informations, vous vous soutenez mutuellement, je pense que notre mission dans la région du Bassa-Sandra sera une mission réussie. Chers amis de la presse, si vous voyez quelque chose d'anormal, venez à la source. La sécurité des populations du Bassa-Sandra, désormais confiée au préfet de police, le commissaire divisionnaire Yokoulo, qui remplace à ce poste le commissaire divisionnaire Amani Joël, appelé à d'autres fonctions. La cérémonie de passation des services a été l'occasion pour le directeur général adjoint, Joseph Yaoukwame, et d'inviter les populations à plus de collaboration avec les services de la police nationale et tous les autres corps présents dans le district du Bassa-Sandra, dans le cadre de la sécurisation des biens et des personnes. La préfecture de police du Bassa-Sandra comprend 2 commissariats d'arrondissement, 3 commissariats de circonscription, des services régionaux de la police judiciaire, la police scientifique, la CRS 4 et le CCDO. Récemment, la préfecture de police a été équipée en engins de mobilité, notamment un car de transport du personnel et une moto quad de patrouille plage. Sa loyauté, son intelligence, son affection et son dévouement font du chien le meilleur ami de l'homme. Mais en plus d'être un animal de compagnie très apprécié, il est aussi utilisé par l'homme dans d'autres missions. Il peut être chien de berger pour surveiller les troupeaux ou chien de chasse. Il peut aussi aider au sauvetage de personnes en détresse ou faire office de chien de garde, chien truffier, chien guide et chien policier. Alors le chien, plus qu'un animal de compagnie, c'est un magnifique sujet que nous propose Michel Mambo. Plus qu'un simple animal de compagnie, le chien, un véritable allié pour l'homme.
porter assistance aux personnes vulnérables ou en danger, ou encore assister l'homme dans son travail. Bien éduqué, le chien peut réussir bien des prouesses. Le chien, de par ses capacités, permet de faciliter le travail de l'homme. Voilà, lorsque nous nous retrouvons dans les interventions, dans les cas de décombres, dans les cas d'effondrement d'immeubles, le chien, de par sa capacité, il permet tout de suite d'orienter les recherches, de les cibler, de mettre le gros des efforts afin de sauver des vies. Toutefois, la formation s'impose. Et ces éducateurs canins, 15 au total, venus du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire, l'ont bien compris. Je suis éleveur maintenant depuis près de 8 ans. C'est une passion, donc j'aime les animaux déjà depuis toute petite. J'ai voulu me perfectionner avec cette formation. Cérémonie donc de remise de diplôme après formation. Une formation initiée par le comité des amis canins de Côte d'Ivoire, CACI, qui s'en félicite sans toutefois manquer de relever quelques inquiétudes. Tous ceux qui veulent avoir un bon chien, aujourd'hui se tournent vers la Côte d'Ivoire, que ce soit le Burkina, que ce soit le Mali, la Guinée, que ce soit le Ghana, qui viennent en Côte d'Ivoire venir avoir des chiens. Et donc nous voulons aujourd'hui mettre cette traçabilité canine-là dans la sous-région pour éviter de la consanguinité. Et donc c'est pour ça que nous avons demandé l'immatriculation des chiens et créer des certificats de naissance des chiens. Comme ça se fait dans d'autres pays, ce n'est pas nouveau. Des inquiétudes, certes, mais aussi des avancées notables enregistrées. Je salue personnellement l'arrivée de l'assurance. Parce que l'assurance, et c'est bien qu'elle ait évolué vers l'assurance maladie, mais déjà la première assurance qui avait été prise permettait de répondre à un certain nombre de problématiques, notamment aux accidents qui pouvaient arriver avec les chiens. Étendre cette assurance aujourd'hui à la maladie permet également donc la prise en charge des chiens, parce qu'effectivement, comme nous les humains, il peut arriver que le chien tombe malade et que nous n'ayons pas suffisamment de moyens donc, pour le soigner. Et en ce moment, l'assurance est un bon recours. Je suis heureux que le CACI ait été associé à la campagne de vaccination qui a lieu actuellement. Et c'est un de nos soucis, de voir comment est-ce qu'on pouvait encourager les Ivoiriens à faire vacciner leurs chiens. La filière canin, certainement une réponse à la question de l'emploi, car le chien génère au moins 5 métiers directs. Éducateur canin, toiletteur, vétérinaire, vendeur d'accessoires, assistant vétérinaire ou auxiliaire de santé animale, entre autres. Le chien, un allié pour l'homme, le tout réside donc dans son éducation. Michel Mambo qui me fait vous apprendre que le nom scientifique du chien est Canis lupus familiaris, parce qu'il a été domestiqué par l'homme il y a plus de 30 000 ans. C'est dimanche, allons à l'église. 15 nouveaux évêques de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de la Côte d'Ivoire ont été consacrés samedi. Des évêques qui, tout au long de leur vie, vont servir Dieu et inviter les populations à la paix et la cohésion sociale. Le reportage de Patricia Omoitia. Voici les 15 nouveaux évêques de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Parés dans leur tenue d'évêque, ils ont été consacrés ici à la mission évangélique Grâce de paix, Mec-Vie. Notre mission est de parcourir tous les hameaux afin d'annoncer la bonne nouvelle, paître le troupeau du Seigneur, travailler à l'œuvre de Dieu dans notre nation et aussi à la réconciliation. Le parcours a été long, rempli de hauts et de bas, difficile. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une consécration. Je veux oublier le passé, je veux oublier tout ce qui est derrière moi, parce qu'une lourde et grande responsabilité me choisit à ce jour, et je demande la grâce de Dieu pour pouvoir remplir cette charge. 50 au départ, 15 ont été retenus. Ils ont été chacun soumis au rituel de la consécration des évêques pentecôtistes et évangéliques. Lavage des pieds, signe de dépouillement, position couchée, signe d'humilité, onction d'huile, revêtement des tenues d'évêque, don de Bible et remise de parchemin pour clore le rituel de consécration du Collège des officiants de la CEPECI. Selon l'archevêque Guy Vincent Koudia, président de la conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, l'initiative de cette consécration est d'introduire chaque évêque dans la dimension divine afin d'œuvrer pour l'unité et la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous avons eu la grâce d'élever 15 évêques au sein de la CPC, mais surtout 15 évêques en Côte d'Ivoire et pour toute la francophonie. Que Dieu soit béni
et Dieu les bénisse dans l'exercice de leurs fonctions, dans l'exercice de leurs charges. Nous prions pour notre nation, la Côte d'Ivoire, et nous croyons que cette cérémonie de consécration va contribuer à la paix et à la consolidation de notre nation. Le parrain et envoyé du président de la République a salué l'initiative et transmis les encouragements du chef de l'État. Je voudrais traduire toute la solidarité spirituelle du président Ouattara à l'endroit du corps du Christ. Ce sont des moments exceptionnels et nous savons le rôle majeur que les hommes de Dieu ont joué dans le fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Mais c'est surtout le travail qu'ils font aujourd'hui, mais qui portera ses fruits dans 15-20 ans. La CEPECI, la Conférence des évêques pentecôtistes et évangéliques de Côte d'Ivoire, est dirigée par l'archevêque Kodja Guy Vincent. Et que l'on soit chrétien, musulman ou d'une autre religion, on a tous connu Léonard Groguet. On a tous été affligés par la disparition début septembre de l'acteur et humoriste hors pair. Cette icône de la télévision qui a bercé l'enfance ou la vie tout court de nombreux Ivoiriens. La Côte d'Ivoire pleure Léonard Groguet. La nation entière lui a rendu hommage hier à la levée de corps avant son inhumation au cimetière de Williamsville. Théodore Zouzou et Abou Sanogo nous décrivent l'ambiance noire qui y a régné. Applaudissements des hommes et femmes du monde de la culture dans cette salle Félix Houphouët-Boigny de l'Ivocep, Ivoire Sépulture. Une manière à eux de dire grand merci à Léonard Groguet, figure de proue des planches, du secteur du cinéma ivoirien et enseignant. Couché à jamais, Bénédicte Groguet, fille aînée de ses 15 enfants, au cours de l'oraison funèbre qui lui est accordée, évoque la dimension nationale de leur père. Dans ces rendez-vous hebdomadaires avec la nation, notre père tensait parfois, raillait souvent, mais toujours dans une complicité agissante avec son équipe de Comment ça va, bâtissait, construisait une nation en pleine gestation dont il était devenu la boussole. Lorsque le cercueil du concepteur de l'émission hebdomadaire Comment ça va est recouvert de l'emblème national, ce sont des acclamations nourries en lieu et place de pleurs, comme pour dire bravo et merci l'artiste. Il y avait petit, lui et moi, on s'appelle Jojo, toute une affaire qui s'est retournée. Et ça, c'est ça. Donc Groguet, c'est quelqu'un qui s'adapte à tout le monde. Je l'ai connu depuis 1967, parce que je suis entré à l'INA. Et il venait d'arriver fraîchement de France. Et il faut dire que c'est ces aînés-là qui nous ont formés. J'ai connu un homme intègre, un homme juste, un homme qui ne n'hésite pas sur les mots. Quand il a envie de te dire ce qu'il pense de toi, il le dit franchement. Quand arriva le moment de quitter cette pompe funèbre, le drapeau national est remis à la famille au nom du gouvernement par le ministre Souleymane Diarra-Souba en reconnaissance de ses mérites d'éveilleurs de conscience et d'éducateurs en matière de comportement éco-citoyen à travers le petit écran. Léonard Groguet s'adressait à tout le monde. Pour lui, l'art nous aide à nous sauver de nous-mêmes. L'art nous aide à améliorer notre rapport aux autres. L'art est un puissant moyen d'éducation. Il a vécu utile et donc il était important pour l'État de Côte d'Ivoire de lui rendre hommage et de lui dire merci en remettant à sa famille le drapeau de la nation. Donc que son âme repose en paix. Cap a été mis sur la paroisse Sainte-Famille de la Riviera pour la messe de Requiem. Notons que Léonard Groguet a été également danseur d'Aimé des Pierres en 1974. Il quitte la scène à 85 ans et a été inhumé au cimetière municipal de Williamsville dans l'intimité familiale. Puisse l'âme de l'immense Léonard Groguet reposer en paix. Les élections législatives anticipées ont lieu ce dimanche en Irak, 2 ans après les protestations massives de jeunes dans les rues qui réclamaient du changement, la fin de la corruption, des emplois, des services publics décents, mouvement largement réprimé. Et ce 10 octobre, 25 millions d'Irakiens sont appelés aux urnes pour renouveler leurs 329 députés, un scrutin qui se déroule sous haute sécurité. Sur le ring de la santé, le coronavirus continue de mettre tout le monde KO, mais rira bien qui rira le dernier.
La Côte d'Ivoire a déploré 2 nouveaux décès hier des suites de Covid et 94 cas supplémentaires, ce qui fait à ce jour 60 785 cas confirmés depuis mars 2020, avec 659 morts dans notre pays. 219 millions de malades ont été recensés à travers la planète, avec 4,55 millions de morts. Sommes-nous dans un jour sans fin où on entend les chiffres de morts, de réanimation, les mêmes consignes de gestes barrières et où on se pose la même question. À quand la fin de ce maudit virus? Peut-être pour bientôt si on fait tous ce qu'il faut, se protéger par exemple avec une bavette et se faire vacciner. Nous sommes en octobre, mois de la lutte contre le cancer du sein, mois tout au long duquel des initiatives se multiplient pour sensibiliser la population et promouvoir le dépistage précoce. Dépistage qui doit être fait correctement. C'est en cela que la Société d'imagerie médicale a choisi de renforcer les capacités des radiologues afin de mieux les outiller sur les techniques de dépistage du cancer du sein. C'était à l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville et c'est là que nous emmène Jean-Marc Djadji. Octobre rose, mois consacré à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. C'est l'occasion pour les radiologues de renforcer leurs capacités en technique de mammographie, un examen qui permet de diagnostiquer les pathologies mammaires chez les femmes de plus de 45 ans. Pour les spécialistes, cette rencontre vise à outiller les radiologues pour la prise en charge des malades du cancer du sein. Cet enseignement a donc pour but de former les radiologues à faire ce diagnostic de façon très pertinente et de façon standardisée, que le nombre de mammographes installés augmente, que les radiologues formés soient nombreux et que la population féminine bénéficie d'une prise en charge gratuite. Le cancer du sein est la première cause de mortalité chez les femmes en Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Santé. Dans la bataille contre cette pathologie, les radiologues entendent prendre leur place au cœur de la campagne de dépistage. Pour tout test de dépistage, on a un examen qu'on fait. Quand on veut faire le dépistage du VIH, on fait un test. Quand on veut faire le dépistage du cancer du sein, le test, c'est la mammographie. Et la mammographie, c'est les radiologues qui le font. Habituellement, on voit des campagnes où on demande aux dames de palper les seins. Ce n'est pas véritablement le dépistage. Nous avons été en marge pendant longtemps et à partir de cette année, les radiologues prennent leur place au cœur du dépistage contre le cancer du sein. Dans sa politique d'autonomisation des femmes, le ministère de la Femme s'engage à accompagner les parties prenantes dans la sensibilisation. Nous sommes disposés à les y accompagner par la sensibilisation de ces femmes-là sur la réalité du cancer du sein et les emmener, les encourager à se faire dépister. En 2018, l'Organisation mondiale de la santé enregistre 18,1 millions de nouveaux cas de cancer et 9,6 millions de décès à travers le monde. Parce que notre santé est notre bien le plus précieux. Les médecins et les pharmaciens nous aident à en prendre soin au quotidien. Ils nous prescrivent et nous dispensent des médicaments quand notre corps se porte mal. Comment elle-même se porte notre industrie pharmaceutique? Le coût de nos médicaments est-il élevé? La couverture maladie universelle, une chance de se soigner à moindre coût? Le président de l'Ordre national des pharmaciens nous a rejoints en plateau. Nous allons parler de tous ces sujets. Merci encore. Dr Diarra, avant la délivrance des médicaments, le diagnostic dans ce reportage. Ils sont souvent les grands oubliés lorsqu'on évoque les professionnels de la santé. Pourtant, toujours derrière leur comptoir, face aux files d'attente interminables dans les officines. Eux, ce sont les pharmaciens. Ils sont indispensables à la population. Entre fournir des soins et conseiller le malade, le praticien du médicament est l'acteur de santé le plus proche des patients. Aujourd'hui, avec l'évolution de la médecine, la profession du praticien du médicament a elle aussi connu des mutations. Fini donc le temps où le pharmacien était un simple distributeur de boîtes. Ses missions ont été considérablement étendues. Outre le contrôle des ordonnances et les conseils aux patients, il peut être amené aujourd'hui à effectuer des vaccinations et également des tests Covid. Si cette nouvelle donne est possible dans des pays comme la France, en Côte d'Ivoire, ce sera bientôt le cas. Une convention entre l'État et l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire est en cours d'élaboration dans ce sens. La crise sanitaire a constitué un tournant décisif dans la profession pharmaceutique mondiale. La pandémie a renforcé leur rôle.
et les a menés à développer de nouvelles missions. Ici, en Côte d'Ivoire, la profession continue de faire sa mue et se mettre à niveau des défis de l'heure. Ces défis sont entre autres l'industrialisation du secteur pour réduire considérablement l'importation des besoins en médicaments, estimé à 90%, et réduire par ricochet le prix des médicaments jugés excessifs. L'autre défi reste l'implication des pharmaciens dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. En Côte d'Ivoire, on enregistre 2700 pharmaciens, dont 1100 pharmaciens en officine. Les 1600 restants sont répartis entre les pharmaciens d'hôpitaux publics et privés, des pharmaciens d'administration, des pharmaciens militaires, des pharmaciens enseignants, des industriels et enfin des grossistes répartiteurs. Docteur Diarra, bienvenue encore. Si vous devriez faire l'état des lieux de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire, vous diriez quoi? Merci, M. Diaby. Pour l'état des lieux de l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire, j'avoue que ce n'est pas très reluisant. Parce qu'en Côte d'Ivoire, actuellement, au niveau industriel, on ne produit que moins de 10% de nos besoins en médicaments. Et ça, il faut chercher à inverser cette tendance, surtout après ce que nous avons vécu et que nous continuons de vivre avec la maladie à coronavirus. Mais depuis lors, quand même, beaucoup a été fait, non, par l'État concernant l'industrie pharmaceutique depuis 2015. Oui, beaucoup a été fait par rapport à l'industrie pharmaceutique, mais on peut en faire davantage. En fait, l'industrie, nous l'avons pensé en 2015, seront deux grands axes. Le premier axe, c'est comment permettre aux industries de s'implanter. Ensuite, le deuxième axe, une fois implantées, comment leur permettre d'avoir une survie économique et comment faire en sorte que les populations aient accès facilement aux productions nationales. Alors, sur le premier volet, à savoir l'installation des industries, des efforts ont été faits depuis 2015. On en a déjà des industries quand on va au Vitib à Grand Bassam. Oui, on en a deux qui sont déjà installés. Il y en a même une autre sur l'autoroute à la sortie d'Abidjan. Alors, sur l'autoroute à la sortie d'Abidjan. Ça vient, docteur. Tout à fait, ça vient. Et effectivement, tout ça, c'est parti de la politique depuis 2015. Et puis, on a bon espoir parce qu'avec l'arrivée du nouveau gouvernement du Premier ministre Patrick Achi, il a décidé de mettre un accent particulier sur l'industrie pharmaceutique. On espère que les autres maillons qui manquent à la mise en place de cette industrie vont vite rentrer dans l'ordre pour que, d'ici 2030, on puisse produire plus de 30%, quand je suis pessimiste, sinon même 50% de nos besoins. Comment est organisée la profession pharmaceutique ici, en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, la profession pharmaceutique est organisée de la façon suivante. Il y a d'abord les industries pharmaceutiques. Ensuite, il y a les distributeurs, les grossistes, répartiteurs et autres. Ensuite, il y a les pharmaciens d'officine et enfin, les populations qui dépendent des pharmacies d'officine. Voici un peu le schéma. En dehors de ça, il y a les pharmaciens d'officine, il y a des pharmaciens donc distributeurs, comme l'élément l'a rapporté tout à l'heure, les biologistes, les enseignants-chercheurs et ceux de l'administration. Bien sûr. Les médicaments ne sont-ils pas trop chers en Côte d'Ivoire? Vous me donnez l'occasion de situer un peu la fixation des prix des médicaments. En Côte d'Ivoire, les médicaments, tout part de ce qu'on appelle le PGHT, le prix grossiste hors taxe. C'est le prix qui est proposé par le fabricant. Et il y a une commission en Côte d'Ivoire qui est constituée du ministère de la Santé, du ministère du Commerce, le ministère de l'Économie et des Finances, qui se réunissent à qui ce prix est proposé par le fabricant. Une fois qu'il a adopté, et il y a des grandes règles pour l'adopter parce que ce n'est pas n'importe quel prix, parce qu'on a des prix planchers. Celui qui vient proposer un prix au-delà du prix plancher est rejeté. Il faut être en deçà ou même au prix plancher. Une fois que ce prix est adopté, ces structures-là fixent ce qu'on appelle le prix de cession du médicament. Et enfin, ils fixent même le prix public du médicament. C'est un système de péréquation, si bien que le prix il doit être le même pour le médicament sur toute l'étendue du territoire. Est-ce qu'il est le même? Parce qu'on entend dire et on le voit, hein, il peut y avoir une pharmacie A avec un prix A pour un produit A, alors que dans une pharmacie B, il y a un prix B pour le même produit A. En fait, il faut que je précise. Dans une pharmacie, on ne dispense pas que les médicaments.
Il y a les Il y a médicaments, les produits cosmétiques. les produits cosmétiques, les produits diététiques et d'autres produits. Les médicaments sont soumis à péréquation. Les prix doivent être les mêmes sur toutes les Est-ce qu'ils sont les mêmes, docteur? Ils sont les mêmes. Ils sont les mêmes partout? Ils sont les mêmes partout. D'accord. Les seules variations qu'il y a, c'est qu'il existe des médicaments qui ne sont pas enregistrés en Côte d'Ivoire. Donc, qui ne sont pas passés par ce mécanisme du PGHT, mais qui, pour des raisons de santé publique, doivent être utilisés en Côte d'Ivoire. Le PGHT, le prix général hors taxe. D'accord. Est-ce que c'est parce qu'il explique qu'une bonne frange de la population se tourne vers les médicaments dehors, les médicaments de la rue? Non, malheureusement, le prétexte du prix est utilisé, mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Parce que pour ce qui concerne le prix, pour ce qui concerne l'accessibilité, en Côte d'Ivoire, des efforts ont été faits. Je vais vous dire, nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Au niveau de l'accessibilité, il y a des politiques qui ont été mises en place par le gouvernement. Mais cette histoire de médicaments dans la rue, vous dites que c'est le prétexte du prix qui est utilisé par certains. Mais cette filière même, elle est, dit-on, montée par vous-même, quelques pharmaciens véreux. C'est cela? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. D'où ça sort, tous ces médicaments, alors? Alors, les médicaments, ils viennent... On a identifié deux sources. Des sources endogènes et des sources exogènes. Les sources exogènes, on a identifié que les médicaments viennent de trois façons. Par les frontières maritimes, les frontières terrestres, les frontières aériennes. D'accord. Ça, ce sont les moyens pour entrer. Mais qui les importe? Qui les fait venir? Qui les fait venir? Il y a des mafias qui se sont constituées. D'accord, qui n'ont rien à voir avec rien à voir avec la filière pharmaceutique. Cependant, je précise que dans les sources internes, on a découvert qu'il y avait des usines qui étaient installées sur notre sol. De fabrication de faux médicaments. On en a démantelé 3 rien qu'en 2017. Ce sont des villas qui apparemment ressemblent à des maisons d'habitation, mais qui, dans leur boutique, fabriquent des médicaments. Il y a aussi, il faut que je le dise, qu'on a été saisi par la police des drogues et des stupéfiants, que certains acteurs du secteur participent à ce trafic. Heureusement que c'est moindre. Et des enquêtes ont été menées, des enquêtes sont en cours. Et ceux-là, vous les sortez carrément du secteur, ceux qui sont pris? S'ils sont pris, que c'est avéré, ils seront sortis carrément du secteur. D'accord. On en vient maintenant à l'accessibilité des populations aux médicaments de qualité. L'État a mis en place plusieurs politiques. L'une de ces politiques, la première, c'est le générique. Merci. C'est exactement cela. Le générique, c'est ce qui est arrivé juste après la dévaluation. Comme les prix devaient être multipliés par 2, l'État a mis l'accent sur la politique des génériques. Alors, le générique, c'est un médicament qui doit répondre à 4 critères. La même composition. Il faut déjà dire aux populations qui nous suivent que le générique, c'est la copie d'un médicament. C'est la copie d'un médicament. On va prendre par exemple l'Efferalgan. Sa copie, c'est peut-être le Panadol, le paracétamol. Tout à fait. Voilà, c'est ceux-là qui sont appelés génériques. C'est exactement cela. Allez-y. Le générique, c'est la copie d'un médicament. En d'autres termes, quand le médicament est mis sur le marché, au bout d'un certain temps, il tombe dans ce qu'on appelle le domaine public. Donc, il peut être au bout copié. de 10 ans en général, non? 10 ans, oui, 10 ans à 20 ans en fonction des molécules. Il tombe dans le domaine public, donc il peut être copié par tous les autres laboratoires. Et donc, ce sont des produits de qualité. Ça, j'insiste dessus. Ils doivent répondre à 4 critères. Ils doivent avoir la même composition que le produit de départ. Ils doivent avoir le même dosage. Ils doivent avoir la même forme. Et ils doivent être moins chers. C'est un critère important. Et en Côte d'Ivoire, on retient qu'ils doivent être 30% moins chers que le médicament de départ. D'accord. Et la deuxième politique, c'est le déconditionnement. Tout à fait. Après le générique, le gouvernement s'est rendu compte, sur proposition des pharmaciens, que les gens allaient toujours s'approvisionner sur le marché de la rue. Et donc, il a été développé ce qu'on appelle la politique du déconditionnement. Ça consiste à ouvrir les boîtes, à sortir certains médicaments et à les vendre au détail. Évidemment, ça ne peut pas s'appliquer à tous les médicaments. Oui. Je vous dis, par exemple... Oui, les liquides ne sont pas pris en compte. Ne sont pas pris en compte, par exemple. Mais les pansements gastriques,
Tout à fait. Eux peuvent être pris en compte. Et puis la troisième politique, non des moindres, celle qui a été attendue, c'est la CMU, la couverture maladie universelle. L'État prend en compte 70% du prix des médicaments. Tout à fait. C'est exact. La politique de couverture maladie universelle a été... Les lois ont été votées depuis 2017. La pratique a véritablement commencé il y a 2 ans. Il y a quelques difficultés, mais actuellement, la couverture maladie universelle est en cours. Elle se déroule. Mais elle décolle un peu difficilement. Oui, elle a un décollage difficile, mais dernièrement, la semaine dernière, on s'est retrouvé encore à Yamoussoukro à un séminaire. On a essayé d'identifier les freins qui vont depuis l'enrôlement jusqu'à la dispensation aux populations. Mais dans tout état de cause, les produits de la couverture maladie universelle sont disponibles. Les médicaments sont dans les officines. Mais vous savez, la couverture maladie universelle, c'est tout un ensemble. Hein. Il y a les consultations, il y a les hospitalisations, il y a les soins dentaires, il y a les soins de laboratoire. Mais pour ce qui concerne le volet médicaments, jusqu'à ce qu'on arrête, en tout cas, le médicament était disponible dans plus de 90% des officines. Le taux de pénétration à cette époque-là, c'était même, je crois, 91%. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup en dessous, peut-être autour de 30%. Oui, c'est possible parce qu'en temps, il y a eu des péremptions. Il y a eu des difficultés qui ont fait que les populations qui sont dans le besoin n'ont pas eu accès à ces produits-là. Est-ce que ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas bien informées? Ou alors, moi, je vous fais un dessin, un schéma. Je suis agent de la RTI, je suis couvert par la RTI à hauteur de 80%, comme des millions, 80-90%, comme des millions d'autres travailleurs de Côte d'Ivoire. Est-ce que, alors que pour l'État, la CMU, c'est 70%, est-ce que ce n'est pas ça un peu qui fait que les gens ne sont pas trop portés sur la couverture maladie universelle? Merci, M. Diaby, mais ça ne devrait en principe pas être un problème. Parce que l'assurance de l'État, la couverture maladie universelle est obligatoire. Oui. L'État dit, je prends en compte 70% des soins de médicaments de mes patients. Il y a une formule de complémentarité. Effectivement, les autres assurances que vous avez deviennent du coup des assurances complémentaires. En d'autres termes, quand vous arrivez que 70% de votre médicament est pris en compte par la couverture maladie universelle, les 30% que vous devez payer sont couverts par votre assurance qui vous couvre normalement à 80%. Si bien que le produit doit vous revenir normalement sans payer un seul sou. Sans payer un franc. Le temps qui nous a imparti est achevé malheureusement, mais vous allez nous dire 2 mots sur le forum international, le forum pharmaceutique qui va se tenir du 13 au 16 octobre prochain. Merci M. Diaby. Effectivement, l'Afrique francophone tout entière a décidé de confier à la Côte d'Ivoire l'organisation de ce qu'on appelle le Forum pharmaceutique international. Dans notre jargon, c'est un peu le championnat d'Afrique des nations de la pharmacie. Alors, ça commence du 13 au 16 octobre. Il y a 25 pays qui sont annoncés avec des hautes personnalités, avec une équipe de pointe. Et les gens ont commencé à arriver déjà dès aujourd'hui. Et ce sera l'occasion, à l'issue de ce forum, d'insister sur 2 points essentiels. C'est d'abord l'industrialisation. Comment faire en sorte qu'on puisse produire chez nous ici des médicaments et des accessoires pour faire face à un certain nombre de pathologies. Et puis ensuite, le deuxième point, c'est comment faire en sorte que nos populations aient accès à ces médicaments qui seront produits. Et c'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire abrite l'événement, 2009-2021. Et le thème cette année, c'est santé des populations. Quels enjeux pour le pharmacien? Merci, docteur. Merci beaucoup. Docteur Arounan Diarra, président de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire, grand merci d'avoir pu dégager un moment dans votre emploi du temps pour être avec nous. On le sait, très chargé avec l'organisation de ce forum que nous souhaitons d'ailleurs thérapeutique, qu'il vous aide à améliorer la santé de notre industrie pharmaceutique. 100%, merci donc et bon retour chez vous. 1000 merci à vous aussi d'avoir pu nous suivre. J'espère seulement que vous avez pris grand plaisir à le faire. En tout cas, ma grande équipe et moi, on a été heureux d'être avec vous ce dimanche, donc comme on sera heureux de vous retrouver mardi. Bonne journée, bonne santé. Merci.